Lors de nos précédentes explorations, on a passé pas mal de temps en fait à déconstruire toutes ces fausses croyances autour de la productivité. Ouais, on a bien cassé le mythe là. Ah, ça c'est clair. On a bien vu comment la quête de la performance à tout prix ou même l'illusion du multitâche, tout ça, ça menait tout droit à l'épuisement. Tout à fait au burn-out, carrément. Voilà. Et du coup, la suite logique de notre démarche, ça nous amène aujourd'hui face à un paradoxe qui est assez terrifiant. Notre mission pour cette nouvelle analyse, c'est vraiment d'examiner le mythe le plus paralysant de notre société. Le fameux mythe. C'est ça. Cette idée profondément ancrée que, je cite, voir grand, c'est mal. Et c'est un point de départ essentiel parce que cette croyance, elle est redoutable par sa subtilité, tu vois. Elle avance un peu masquée. Et exactement. Elle se présente jamais vraiment comme un frein, elle va plutôt se cacher derrière une façade super respectable. Genre, on va te parler de réalisme, de prudence ou de la fameuse sagesse populaire. Ah ouais, la sagesse populaire, on l'entend tout le temps. Sauf que, quand on croise nos sources, le constat, il est sans appel. Associer systématiquement une ambition énorme à quelque chose de dangereux ou de destructeur, même si une erreur factuelle. Une erreur totale. Ouais. Et pire que ça, c'est vraiment le mécanisme psychologique numéro 1 qui étouffe l'accomplissement humain. Et ça, dès la racine. Mais en même temps, ce conditionnement, il commence tellement tôt qu'on le remarque même plus. Je veux dire, il suffit de regarder les histoires avec lesquelles on grandit. Les contes pour enfants, tout ça? Absolument. On nous met constamment en garde contre le grand méchant loup, on redoute le grand chambardement, on étudie la Grande Dépression à l'école. Toujours le mot grand qui fait peur, quoi. C'est ça. Il y a même ce vieux proverbe, on l'a tous entendu, qui dit qu'un petit problème vaut toujours mieux qu'un grand problème. En fait, c'est comme si la société tout entière avait passé une sorte d'accord tacite pour insinuer que la grandeur, ça déclenche obligatoirement la catastrophe. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Vas-y. Pourquoi est-ce qu'on a si peur? C'est que ce vocabulaire, il n'est pas anodin du tout. Il va créer des associations neuronales qui sont super profondes. On en arrive à un point où, dans l'inconscient collectif, les mots immenses et périlleux, ils deviennent presque synonymes. Genre, grand égale danger de mort. Voilà. Or, si tu te lances dans un truc d'envergure, il y aura des inconnus, c'est sûr. Mais le lien automatique vers l'échec ou la souffrance, il n'a aucune logique. Sauf que, comme c'est devenu un réflexe, ça conditionne nos réactions biologiques. Et ça, c'est avant même que notre cerveau rationnel ait le temps de dire stop. C'est fou ça. Donc, si la culture, elle a posé les bases, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous sur le plan physiologique? Parce que nos sources, elles font pas juste de la sociologie, là. Ah non, pas du tout. Elles décrivent un vrai mécanisme interne de rejet. Dès qu'on pense à un truc grand, on fuit. Pourquoi l'être humain fuit ça aussi instinctivement? Pour comprendre ça, faut regarder l'évolution de notre cerveau. Et plus précisément, le rôle de l'amygdale. La fameuse alarme du cerveau. C'est ça. Les documents, ils utilisent un terme hyper précis pour ça, la mégaphobie. La mégaphobie, ouais. La peur de ce qui est grand. Exactement. La peur irrationnelle de la grandeur. Sur le plan de l'évolution, notre cerveau primitif, il déteste pas la grandeur parce qu'il trouve ça intellectuellement inintéressant. Il s'enfuit de la philosophie. Totalement. Ce qu'il déteste, c'est la dépense calorique incertaine. Mets-toi en situation. Face à un grand projet, disons une vision sur 5 ans, l'amygdale, elle s'affole complètement. Alerte rouge, quoi. Grave. Elle voit ça comme un risque massif de vider nos réserves. Elle calcule en un quart de seconde que ça va demander une énergie monumentale, que ça pourrait menacer notre équilibre social ou même, à l'époque des cavernes, nous faire rejeter par la tribu si on se plante. Et le rejet de la tribu, c'était la mort assurée. Exactement. Donc c'est une réaction de survie qui est totalement obsolète aujourd'hui, mais qui reste hyper puissante. Donc, l'amygdale hurle au danger juste pour protéger nos calories. Et c'est ça qui provoque ce truc décrit dans les textes, un concept que je trouve juste incroyable, le réflexe de rétrécissement. Le fameux réflexe, ouais. Au lieu que se préparer à l'effort, on se recroqueville. On s'auto-sabote à la seconde même. On va revoir nos ambitions à la baisse, on invente des vieux compromis médiocres. Juste pour rassurer le cerveau? Voilà. Juste pour lui envoyer un texto qui dit « T'inquiète pas, le danger calorique est écarté, on va rester sur le canapé. » Mais c'est exactement ça, c'est le cœur du problème. La prise de décision à ce moment-là, elle est plus du tout dictée par le potentiel d'innovation, elle est dictée par l'urgence de faire baisser l'anxiété. On veut juste que la sirène s'arrête de sonner. C'est ça. Face à une super opportunité, on va choisir l'option la plus banale, la plus étriquée, parce que pour notre cerveau reptilien, petit, ça veut dire contrôlable, et donc sécurisant. C'est juste une stratégie d'évitement qui nous enferme dans la médiocrité, quoi.
Bah, ça me rappelle une absurdité qu'on voit parfois physiquement parlant. En fait, c'est comme si, imagine une personne qui sait pertinemment quelle chose du 42. Ok. Et elle décide volontairement d'acheter et de porter tous les jours des chaussures pointure 35. Oui, La torture. bah oui. Et pourquoi elle fait ça? Juste pour donner l'illusion qu'elle prend moins de place dans la pièce. Mais dans la vraie vie, ça déforme le pied, ça fait atrocement souffrir et ça t'empêche d'avancer. C'est une super analogie. Bah, contraindre une ambition naturelle dans une petite boîte juste pour calmer une alarme du cerveau qui est cassée, c'est pareil, ça crée une vraie atrophie. Et cette douleur que tu décris, cette contrainte, elle est super réelle sur le plan mental. C'est la frustration chronique. C'est d'ailleurs ce qu'explique très bien l'auteur Robert Brault dans nos recherches. Ah oui, sa citation, elle est marquante. Elle est troublante même. Il dit en gros que ce qui empêche les gens d'atteindre leur vrai but dans la vie, c'est presque jamais une montagne infranchissable. C'est pas l'obstacle géant. Non. Ce qui nous sépare de notre accomplissement majeur, c'est juste l'apparition d'un chemin très clair et très facile, mais qui mène vers un objectif mineur. Ah ouais, donc on se laisse totalement séduire par la clarté du petit truc et on abandonne le grand. C'est une distraction neurologique hyper puissante. Faire des petites tâches, ça libère des petits shots de dopamine. Ça calme la mégaphobie. On a l'impression de bosser en fait. On se sent avancer. Ouais, on s'appuie sur des trucs de seconde zone qui changeront jamais rien. Et tout ça juste parce que ces petits trucs ne déclenchent pas notre angoisse de survie. Attends. Là, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a une grosse contradiction qu'il faut absolument qu'on lève pour les personnes qui écoutent. Je t'écoute. Lors de notre précédente analyse, on a passé près d'une heure à démontrer que courir après des millions d'objectifs, vouloir tout faire en force, ça menait au burn-out. Tout à fait. Et là, on est en train de dire « Ah mais non, faut viser gigantesque, faut pas avoir de limite ». Est-ce que voir aussi grand, ça va pas justement provoquer l'épuisement qu'on veut éviter? Alors c'est une excellente objection. Et c'est là qu'un concept fondamental des sources entre en jeu, le levier asymétrique. Le levier, d'accord. En fait, il y a ce mythe tenace qui te dit si tu vises 10 fois plus grand, tu vas devoir transpirer 10 fois plus. Bah, c'est ce que tout le monde croit. Sauf que c'est faux. L'épuisement, il vient de la multiplication de ces petites tâches nazes dont on parlait, pas de la taille de ton objectif final. Le texte rappelle une vérité mathématique de base en fait. Chaque être humain sur Terre a exactement 24 heures dans sa journée, pas une de plus. Donc le temps, c'est pas la variable qu'on peut ajuster. Absolument pas. Ce qui fait la différence entre un résultat banal et un truc monumental, c'est pas le temps que tu passes à bosser physiquement, c'est l'échelle de ta pensée pendant ce temps-là. Ah, je vois. L'effort intellectuel est le même. Ouais, l'effort émotionnel, intellectuel, même les nuits blanches que tu passes à faire vivoter un petit projet tout pourri, bah c'est souvent la même chose, voire pire que l'effort pour diriger un projet révolutionnaire. Sauf que le résultat a rien à voir. Voilà. Parce que penser grand, ça te force à utiliser des leviers. Au lieu de faire tes petites tâches manuellement, tu vas déléguer, tu vas créer des systèmes, tu vas carrément changer les règles du jeu de ton industrie. Voir grand, ça exige de penser mieux, tu vois, pas de bosser plus jusqu'à t'effondrer. C'est super clair. Le petit projet t'épuise par le travail manuel, alors que le grand projet te libère grâce à l'effet de levier. Mais du coup, pour justifier qu'on refuse d'utiliser ce levier, on sort souvent un bouclier magique. Le fameux réalisme. Ah, la bonne excuse. On entend ça non-stop. Faut être réaliste, faut connaître ses limites. Sauf que les documents, ils détruisent cet argument avec une brutalité qui fait du bien. C'est clair. Personne, absolument personne ne connaît l'étendue de ses vraies limites. Je veux dire, les frontières, c'est utile sur une carte de géographie, ok? Mais dans le monde des idées ou du potentiel humain, ces frontières, elles sont 100% invisibles. Et c'est un concept qui donne le vertige, en fait. On avance dans la vie en imaginant des murs qu'on n'a même jamais touchés. On s'enferme tout seul. C'est ça, et les textes y renversent ce paradigme avec une logique implacable. Puisque, par définition, ta limite ultime, tu peux pas la connaître tant que tu t'es pas pris le mur à pleine vitesse. Ouais, Pourquoi tu choisirais volontairement de la tracer hyper bas? Si on doit absolument s'imaginer une frontière, la rationalité pure, elle devrait nous pousser à l'imaginer au niveau le plus dingue possible. c'est tellement vrai. Mais du coup, si notre mécanique cérébrale par défaut, cette alarme de l'amygdale, elle nous pousse vers le bas, comment on explique que certains arrivent à désactiver ce réflexe de rétrécissement? Parce que, visiblement, juste se dire « je veux voir grand », ça suffit pas face à des millions d'années d'évolution. Non, la volonté pure, ça marche pas. Il faut carrément une autre architecture mentale. Et c'est là qu'on arrive sur de la neurobiologie, c'est ça? Ouais, l'analyse s'appuie beaucoup sur les travaux de Carol S. Dweck. C'est une chercheuse de Stanford en psychologie. Hyper connu pour ça. Elle est brillante. Elle démontre que notre réponse biologique face à un défi énorme, ça dépend de notre cadre mental.
En gros, elle identifie d'un côté l'état d'esprit qu'elle appelle fixé. Ok, l'état d'esprit fixé? Pour quelqu'un qui a ce cadre-là, l'intelligence et l'identité, c'est figé, c'est statique. Donc face à un projet gigantesque, le moindre risque d'échec est perçu par le cerveau comme une preuve définitive qu'on est incompétent. Ah oui, c'est l'ego qui est menacé directement. Exactement. C'est une vraie menace identitaire et boum, pic de cortisol, l'hormone du stress. Se fixer des limites basses, ça devient juste un mécanisme pour protéger son ego. D'accord. Et donc de l'autre côté du spectre, on a le fameux état d'esprit de croissance. Précisément. Et là, ça change tout. Dans ce cadre, la personne, elle voit ses capacités comme un muscle. Neurologiquement parlant, faire une erreur, c'est plus du tout une menace pour qui tu es. C'est juste un feedback. C'est ça, c'est de la donnée brute, une info dont tu as besoin pour ajuster ton tir au prochain essai. Et là, la chimie du cerveau change complètement. La mégaphobie, elle s'évapore parce que l'inconnu, c'est plus un danger de mort sociale, c'est devenu un terrain de jeu, un terrain d'entraînement. Et il y a une histoire dans les sources qui illustre ça avec une puissance, c'est redoutable. C'est l'anecdote sur Scott Forstall chez Apple. Ah oui, l'histoire du recrutement. Faut vraiment qu'on en parle. On est au tout début des années 2000, et il doit monter une équipe pour un projet tellement top secret qu'il a même pas le droit de dire aux candidats ce qu'ils vont fabriquer. C'est fou d'imaginer ça. Et le pire, c'est son discours d'embauche. C'était un vrai repoussoir pour n'importe qui cherchant un minimum de sécurité. En fait, il convoquait les meilleurs ingénieurs et il leur tenait un discours qui violait toutes les règles du management. Il leur promettait l'enfer, en gros. Littéralement. Il leur promettait qu'ils allaient se planter, qu'ils allaient galérer, faire des nuits blanches, se retrouver dans des impasses tout le temps. Mais il rajoutait juste un truc. Il leur disait que s'ils arrivaient à survivre à tout ça, ils allaient marquer l'histoire. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un filtre impitoyable, son truc. Ah bah, n'importe qui avec un ego fragile et un état d'esprit fixé, il part en courant. Il veut protéger son statut de petit génie. C'est sûr. Du coup, Forstall, il a recruté uniquement des gens qui étaient affamés de croissance. Des gens qui acceptaient l'échec total. Et tu sais quel était le résultat de cette ambition dingue couplée à ce droit à l'erreur? C'était l'iPhone. L'équipe a créé le tout premier iPhone. Ils n'ont pas juste amélioré un vieux téléphone Nokia de 5%, tu vois. Ils ont redéfini comment toute la planète communique. Et ça, uniquement parce que l'échec massif faisait partie des règles de base. C'est ça qui est génial avec cette méthode Forstall. Ça montre la fonction structurelle de l'échec. Pour construire du grand, faut désacraliser l'erreur. L'échec, c'est pas le contraire du succès. C'est une des briques de ton instruction, quoi. Exactement. L'innovation majeure, elle est bâtie sur une pile d'échecs qui ont été bien analysés, mais il y a un effet secondaire à tout ça qui est hyper intéressant. C'est que ça transforme carrément la nature de la personne qui se lance. Comment ça? Tu sais, on utilise souvent cette vieille image de la montagne qui devient une colline à force de marcher. Ouais, c'est un peu cliché. C'est très cliché et c'est surtout incomplet. En fait, c'est beaucoup plus proche de la mécanique d'un jeu vidéo, genre un RPG. Ah, j'aime bien cette idée. Imagine, de loin, ton défi, c'est le boss final. Et il a l'air totalement invincible quand t'es niveau 1. Il te détruit en un coup. Voilà. Mais si tu adoptes cet état d'esprit de croissance et que tu commences à avancer vers ce boss, sur le chemin, tu gagnes de l'XP. Tu accumules de l'expérience, de nouvelles armes, un réseau, une sacrée résilience. Tu montes en niveau, quoi. Ta nouvelle envergure. C'est une super métaphore, l'obstacle bouge pas, c'est toi qui grandis. Mais je suis sûr que, tu vois, quiconque écoute en ce moment se dit peut-être « Ok, c'est très inspirant de parler d'Apple ou de jeux vidéo, mais dans la vraie vie, genre le lundi matin au bureau ou face à un projet perso, comment je traduis cette grandeur ?» Comment on fait en pratique, ouais. Comment on applique ça sans se noyer surtout? Et heureusement, nos sources sont hyper spécifiques là-dessus. Le premier outil, vraiment concret, c'est de refuser systématiquement le menu qu'on nous impose. Ça, c'est une stratégie redoutable. En fait, la mégaphobie, la peur du grand, ça nous pousse toujours à choisir la facilité, les options qui clignotent devant nous. Le chemin tout tracé. C'est ça. On choisit sa voie comme on choisit un plat sur la carte d'un resto. Le problème, c'est que les options de cette carte, elles ont été écrites par d'autres gens, des gens qui veulent maintenir le statu quo. Et si on veut un impact vraiment massif, faut jamais, au grand jamais, se contenter de commander sur la carte. C'est vraiment la philosophie derrière la célèbre campagne Think Different. Ce n'était pas juste un beau slogan, ça. Non, c'était un refus de base, un refus d'accepter les règles que l'industrie informatique dictait. Donc voir grand au quotidien, c'est regarder les choix évidents qu'on te propose, tu les mets à la poubelle et tu inventes tes propres options. Tu exiges un plat qui est même pas sur la carte, en fait. Exactement. Et cette audace-là,
elle doit être accompagnée d'une autre façon de voir notre progression. Tu te souviens de l'image de Thomas Henry Huxley dans le texte Otama? Oui, le biologiste, avec son analogie sur l'échelle. Voilà. C'est parfait pour illustrer ça. Il explique qu'un barreau d'échelle, ça n'a jamais été fait pour qu'on s'y arrête pour se reposer. C'est pas une chaise de camping? Non. Sa seule fonction, c'est de te donner un appui juste assez longtemps pour que ton pied puisse te propulser vers le barreau d'au-dessus. Donc si on suit cette logique, chaque victoire, même si elle est énorme, c'est jamais une ligne d'arrivée. C'est juste une nouvelle rampe de lancement. Tout à fait. En fait, tu peux pas avoir des réponses extraordinaires si tu poses des questions ordinaires. C'est la fameuse mécanique du changement d'échelle. Imagine, t'es avec ton équipe ou même tout seul à ton bureau. Si tu te demandes comment est-ce qu'on peut améliorer nos résultats de 5% cette année? Tu vas juste faire pareil en transpirant plus. Exactement. Ça mène direct au travail manuel supplémentaire dont on parlait tout à l'heure, et donc au burn-out. La vraie question, ça doit devenir comment est-ce qu'on multiplie notre impact par 10 dans le même temps imparti? Et là, ça casse tout. Abandonner les vieux process qui rament. Et ensuite, t'as plus qu'à visualiser le monde où cette victoire x10, c'est déjà une réalité. Et tu traces le chemin à l'envers depuis cet avenir-là. C'est exactement ça. C'est génial. Et juste pour faire un petit lien très rapide, le fait de se concentrer sur une seule question monumentale comme ça s'aligne à 100% avec ce qu'on disait avant sur le fait de passer par pied. Ah oui, c'est la suite logique. C'est l'énergie du rayon laser comparée à une vieille ampoule qui éclaire vaguement la pièce. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Si on doit vraiment synthétiser cette exploration qui donne un peu le vertige, l'idée centrale, elle est limpide. La grandeur, c'est pas le loup féroce des fables. Non, le loup, il est ailleurs. Ce qui devrait vraiment nous glacer le sang, la seule vraie tragédie, c'est le gâchis. L'idée d'un potentiel qui est gaspillé. C'est de se dire qu'on va traverser toute notre existence en portant ces fameuses chaussures trop petites. D'avoir vécu une vie étriquée, bourrée de compromis, juste parce qu'on s'est soumis à une alarme biologique périmée, qui n'a plus aucun sens dans le monde réel. C'est un recadrage total de ce que la peur, en fait. L'abondance ou l'innovation majeure, c'est pas des anomalies statistiques ou des coups de chance. C'est pas la loterie? Non, c'est juste le produit naturel d'un esprit qui a décidé d'utiliser le levier de la grandeur. Et avoir le courage de voir grand, attention, ça veut pas dire que ton angoisse primitive, elle disparaît d'un coup de baguette magique. Ah non, l'amygdale, elle va toujours clignoter. Bien sûr, elle t'enverra toujours ses alertes au début d'un projet énorme. Mais le vrai courage, l'état d'esprit de croissance dont on a parlé, c'est d'entendre cette alarme dans ta tête, de comprendre que ça vient des hommes des cavernes et de décider consciemment de faire le pas suivant quand même. Refuser de se soumettre à une alarme défectueuse. C'est hyper libérateur comme pensée. Et, ça nous amène à une question très concrète en fait, pour ancrer ça dans le monde réel. Vas-y. Puisqu'on sait maintenant que nos vraies limites, on les découvrira qu'au moment précis où on osera foncer dedans, il est temps de faire un peu d'introspection. Quel projet super ambitieux ou quelle idée un peu folle a été abandonné récemment par les personnes qui nous écoutent? C'est la bonne question à se poser. Quelle idée géniale a été étouffée dans l'œuf, juste parce qu'à la première seconde, le cerveau a dit « Oula, c'est beaucoup trop vaste, on va pas gérer ». Et si, finalement, c'était le moment idéal pour retourner dans ce fameux restaurant, de regarder le statu quo droit dans les yeux, de refermer le menu normal et de commander ce plat qui n'existe pas encore. Ça, c'est le premier pas indispensable. Mais une fois que tu as retrouvé cette audace et que tu as jeté le menu à la poubelle, ton esprit il va se retrouver face à un nouveau défi. Et c'est peut-être le plus important de tous. Quel défi? Si tu t'engages sur cette voie gigantesque, comment tu fais pour structurer la question parfaite? Tu sais, cette interrogation x10 dont on parlait, celle qui sera capable de débloquer la réponse extraordinaire que tu exiges de la vie maintenant. Et ça, c'est exactement de quoi alimenter les réflexions jusqu'à notre prochaine étape. L'échelle est solidement posée, le levier en sait où il n'y a plus qu'à s'en emparer.